Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Radio 106.8, c'est votre magazine de cinéma et ce soir je suis en compagnie de la team Pierre Cadars que je salue, Frédéric Aublingue. Bonsoir. Manu à la technique comme chaque semaine, salut aussi Julien qui s'occupe de la partie YouTube. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons parler d'un film anglais qui s'appelle The Cold Dead Story, qui est signé Guy Hamilton, qui sort pour la première fois chez Tamasa. Nous allons parler du coffret Lady Yakuza, qui vient de ressortir en Blu-ray. Coffret qui existait déjà chez HK Vidéo, mais qui sort donc cette fois-ci chez Carlotta en Blu-ray. Nous parlerons aussi de Wim Wenders, puisque Carlotta travaille sur le fond Wim Wenders depuis pas mal d'années, donc des nouveaux films. Pierre vous en parlera tout à l'heure. Et moi, je vous parlerai de la cacahuète du mois avec Magnum Cop. Voilà, polar italien qui est signé de Silvio Massi, qui sort chez Artus Film et qui vaut des points. C'est moi qui vais vous le dire. Allez, on va tout de suite commencer par The Cold Dead Story. Et oui, monsieur, c'est moi qui vais démarrer avec ce très curieux film anglais de Guy Hamilton. Alors, un petit mot peut-être sur Guy Hamilton, cinéaste anglais. Oui, il est né à Paris quand même en 1930 et il a fait d'ailleurs ses deux derniers films en France. Alors, il est connu pour avoir appartenu à la série des James Bond, puisque c'est lui qui a pris le relais de Terence Young après notamment Bon baiser de Russie et qui fera en 64 Goldfinger. Et puis une série de 3 films. Il va faire la transition entre Sean Connery et Roger Moore. Entre 71, Les Diamants sont éternels. 73, Vivre et laisser mourir. Et 74, L'homme au pistolet d'or. Avec notamment Christopher Lee, on n'a pas oublié ce film. Il a une carrière qui a démarré dans les années 50, mais qui n'est pas exceptionnelle. Alors, quoi qu'il y a beaucoup de films, un certain nombre de films qu'il a fait jusqu'à Goldfinger qu'on ne connaît pas. Il y en a un que j'aimerais beaucoup voir et qui reste difficile à voir, qui s'appelle Au fil de l'épée, en 1959. Où il y a quand même Kirk Douglas et Burt Lancaster qui partagent l'affiche. Mais c'est vrai que c'est un film qui reste absolument invisible. Et puis, il avait travaillé sur le second opus de la série des Harry Palmer. Donc, on n'était pas loin de l'univers de James Bond. Après l'énorme succès de Ypres danger immédiat de signé John Fury, il avait signé Mes funérailles à Berlin, qui est quand même en dessous, je pense, du film de signé John Fury. Et par la suite, il aura 2 gros succès en Angleterre, j'ai envie de dire normal, puisqu'il va adapter Agatha Christie à 2 reprises, à 1 an d'intervalle, avec Le Miroir se brisa et Meurtre au soleil, qui vont être des gros succès. Donc là, on est en 1955, c'est son 4e film, et donc c'est un film qui est tiré d'un livre de Patrick Robert Reid, qui s'appelle The Cold Dead. Alors, de quoi ça parle en fait ce film ? Eh bien, ça parle de la Seconde Guerre mondiale et ça parle aussi des Allemands qui avaient décidé de mettre un certain nombre d'officiers importants qui étaient donc un petit peu des spécialistes de l'évasion dans cette forteresse qui existe toujours, le château de Colditz, qui se trouve à 150 km au sud-ouest de Berlin, et qui reste donc, à l'époque, en tout cas, ils en avaient fait une forteresse absolument incroyable, donc en haut d'une colline avec des miradors barbelés. Enfin voilà. Et ils avaient décidé là d'enfermer donc des officiers, des gradés. Alors il y avait des Anglais, des Polonais, des Français. Et il y avait aussi des Australiens, il y avait quelques Hollandais. Voilà. Donc tous ces officiers se retrouvent là et ils n'ont qu'un seul devoir qui les anime, c'est ceux de s'évader. Voilà. Donc en fait, ce film est un sous-genre du film de guerre sur le thème de l'évasion. Alors, le film le plus connu sur l'évasion, c'est La Grande Évasion avec Steve McQueen. C'est intéressant
on peut pas s'empêcher de comparer les deux films. Alors, il y en a un qui date de 55 et l'autre de 62. Par contre, au niveau des écrits, The Colty Story est écrit par Patrick Robert Read, auteur anglais qui a été prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale dans ce château, alors que La Grande Évasion, le film de John Sturges, est écrit par un Australien qui s'appelle Paul Brickhill. Sauf que Paul Brickhill a écrit son roman en 1950, alors que Patrick Robert Read en 1952. Je dis ça parce que je cherchais un petit peu à savoir qui avait influencé l'autre. Et je me suis aperçu que je pense que c'est John Sturges qui a été très influencé par la mise en scène de Guy Hamilton, notamment sur des scènes qui sont vraiment presque du copier-coller entre les deux films. La manière d'évacuer, par exemple, les gravats ou la terre quand ils sont en train de construire des tunnels. Rappelez-vous, dans La Grande Évasion, avec le film avec Steve McQueen, on avait un système ingénieux où on mettait de la terre dans ses poches, on tirait sur des cordes et tout en marchant, la terre disparaissait au niveau des talons. Et ben là, je m'aperçois que dans le Colty Story, il y a exactement les mêmes scènes. Vous avez aussi la scène de l'Écossais exaspéré qui n'arrive pas à s'évader et qui finit par franchir les barbelés de manière un petit peu désordonnée en se faisant tuer. Scène qui est assez émouvante dans le film de John Sturges parce que c'est le copain de cellule de Steve McQueen. Vous avez exactement la même scène dans The Colty Story de Guy Hamilton. Vous avez cette fois-ci un Écossais qui est un grand baraqué avec son kilt, qui a du mal un petit peu à être enfermé et à supporter sa détention et qui finit par craquer après une énième tentative d'évasion. Il va donc franchir les barbelés de manière désordonnée, pareil, et se faire assassiner. Et je pourrais multiplier comme ça les comparaisons qui sont vraiment importantes entre les deux films. L'un des grands thèmes d'ailleurs des deux films et qui est partagé dans Colty Story, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez un colonel qui s'appelle le colonel Richmond, qui est joué par l'excellent acteur anglais Eric Portman, qui décide de réunir tous les généraux et au mieux de faire des petites évasions à droite à gauche, chacun de son côté, décide de travailler en groupe avec des Français, des Polonais pour arriver donc à s'évader de ce château. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir un petit peu comment les deux films ont été construits et comment il y a des similitudes entre les deux. Alors, La Grande Évasion, c'est le grand spectacle de John Sturges avec beaucoup de stars. Steve McQueen, il y a James Coburn, il y a Charles Bronson. Dans l'autre, dans Colty Story, vous avez des acteurs moins prestigieux. Vous avez quand même John Mills, qui est un des grands acteurs anglais qu'on verra plus tard dans La Fille de Ryan. Vous avez Priyan Forbes aussi, qui est très bon, qui deviendra metteur en scène. Et puis, comme je vous l'ai dit, Eric Portman. Et du côté des Allemands, alors comment filmer les Allemands à travers le cinéma américain, anglais? Pierre, c'est une vraie question. On y retrouve Anton Driffing, l'acteur allemand que tu connais, que tu as certainement vu dans beaucoup de films, qui joue cet Allemand à la rigueur exceptionnelle, grand, blond, visage émincé. On l'a vu dans Quand les aigles attaquent, on l'a vu dans Le Cirque des horreurs, on l'a vu dans plein de films. Il y a toujours quand même une limite, une petite caricature à filmer le gradé allemand, autoritaire, méchant, sadique. C'est un peu la représentation souvent qu'on a dans les films américains ou anglais. Je ne sais pas si tu as mémoire d'avoir vu... Ben non, il y avait le film de Billy Wilder avec Preminger qui était également un affreux allemand. Exactement. Donc ça, c'est toujours, ça a toujours été un petit peu filmé comme ça. Voilà. Donc grosso modo, ce film, des officiers importants réunis qui vont tenter toutes sortes d'évasions. C'est le thème principal du film. Dans les bonus, vous avez un très bon documentaire qui a été produit par la télévision anglaise et qui a été fait dans les années 90. Où on voit un certain nombre de prisonniers anglais qui ont été détenus à partir de 1943 dans ce château allemand
et qui parle un petit peu de la difficulté qu'ils avaient à être détenus là-bas et la complexité qu'il y avait de s'évader. Mais il parle aussi qu'il y en a quand même beaucoup qui ont réussi, et notamment certains Français, gradés français, qui ont réussi à s'évader et qui sont rentrés en France en vélo. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que ça peut faire presque de Berlin jusqu'à l'Alsace, mais ça fait en temps de guerre en plus, ça paraît assez incroyable. Donc il raconte plein de péripéties un petit peu, de savoir comment ils s'organisaient, comment ils arrivaient à piquer des vêtements pour les traficoter, comment il y en a qui se sont évadés pour aller faire des repérages à l'extérieur, pour savoir un petit peu comment ils ont pu trouver des appuis à l'extérieur pour mener à bien leur évasion. Et puis surtout, ils reviennent sur le truc important, leur devoir, c'est-à-dire pour les Anglais, c'était vraiment quelque chose d'important. Dès qu'on était détenu, il fallait s'évader, il fallait retourner en Angleterre, il fallait reprendre le combat contre l'Allemagne nazie. Et ça, on le voit très bien, le témoignage d'anciens soldats anglais qui l'explique très très bien. Voilà. Donc, et après, vous avez un bonus qui est fait par Erwan Le Gac, qui est assez bien foutu, qui est assez plaisant, qui est assez intéressant, et qui revient donc sur ce film de 1955, qui sort donc pour la première fois chez Tamassa qui continue bien sûr son travail sur le cinéma britannique. Allez, on va enchaîner, Fred, avec un gros morceau, ce coffret Lady Yakuza qui sort qui était déjà sorti chez HK. HK, voilà, et chez Carlotta en Blu-ray, comme tu l'as dit, et DVD. 8 films, films sériels, puisque on retrouve tout le long des 8 films les mêmes schémas narratifs. C'est pas nouveau dans le cinéma japonais de cette époque-là, parce que les films ont été tournés entre 68 et 72. Le cinéma japonais, alors enfin, je sais pas, de quartier, d'exploitation, comme il y a eu en Italie, je sais pas comment on peut le décrire. Il y a eu énormément de films, notamment plutôt masculins. On peut penser aux Zatoichi, à Musashi. Un autre film assez similaire en termes de qualité esthétique et de violence, il y a les Baby Cart notamment, voilà, mais côté masculin. Et puis, il y a eu beaucoup de films avec des héroïnes féminines, notamment Lady Yakuza. Il y a eu aussi en 2 films Lady Snowblood avec Meiko Kaji, ou La Femme Scorpion notamment, où il y a eu plusieurs métrages. Et là, le personnage que joue Lady Yakuza, c'est l'actrice Junko Fuji, qui chante aussi, tout comme Meiko Kaji, qui était aussi chanteuse, qui est fille d'un producteur de la Toei, puisque ça a été produit par la Toei, un des grands studios japonais avec la Toho, la Shishuku, Nikatsu, voilà. Elle s'appelle donc Ryoko Yano, qui est une fille de Yakuza. Je parle du premier qui s'appelle la Pivoine Rouge, qui, son père se fait assassiner, et de fait, elle va reprendre le flambeau du clan, va devenir la seconde chef du clan Yano, et elle a un tatouage sur l'épaule droite qui est une pivoine, et du coup, son pseudonyme, c'est Oriyu, la Pivoine Rouge. Donc, il va revenir tout au long du film. Ce qui viendra aussi tout au long du film, c'est un thème musical qui est chanté donc, par Junko Fuji, qui s'appelle Ibatan Bakuchi, qui est une chanson d'une femme qui devient un homme de fait, parce que c'est un milieu d'hommes à la base, puisque une femme yakuza, même dans la réalité, ça n'a jamais existé. Donc c'est purement mythologique, mythique, romantique. Voilà. Et j'allais dire parfaire son métier de yakuza, si je puis dire comme ça, va naviguer au Japon pour rencontrer d'autres yakuza, essayer de se former à ce poste-là, si je puis dire. Et voilà, elle va rencontrer, comme je disais, différents personnages masculins, féminins. Et on suit donc ces pérégrinations, donc comme ça, dans ce Japon de l'ère Meiji, entre 1898 et 1912. C'est l'ère Meiji se passe à ce moment-là. Et voilà. Donc c'est un film à la fois mélodramatique, film de Yakuza, donc des combats au sabre, au couteau. Et la différence par rapport au film d'homme, c'est la présence justement de cette femme qui représente, je dirais, comme je disais, un yakuza fantasmé, mythologique, puisque, comme je disais, les femmes n'ont jamais été des oyabun, comme des chefs de clan. Et la différence par rapport aux hommes, c'est qu'elle est très magnanime, elle est très protectrice par rapport notamment aux pauvres, aux femmes, donc à une sorte de sororité dans ce milieu-là. Et elle va souvent prendre sous son aile à la fois des laissés pour compte, des femmes maltraitées par des yakuza. Et dans le film notamment, parce que
la Toei a été, donc c'est son père, Jikufei, qui a produit les films, qui étaient très proches aussi d'un clan Yakuza. Et on sait que les Yakuza mettaient beaucoup d'argent aussi dans certains films, mettant en valeur un peu, je dirais, leur côté, comment dirais-je, protecteur, homme d'honneur, comme il y a eu, les samouraïs ont été des hommes d'honneur, parce qu'on sait que dans l'histoire, ça n'a pas toujours été vrai. Et donc, dans le film, on a à la fois des clans de Yakuza tout à fait respectueux de règles, de codes et tout ça. Et puis, il y a comme je dirais, les bons et les mauvais chasseurs. Il y a aussi les mauvais Yakuza qui raquettent, font du chantage, sont violents. Et donc, Ryu, la pivoine rouge, va se confronter à ces gens qui ne respectent pas les codes des Yakuza. Voilà. En même temps, on a aussi, d'une certaine manière, une certaine réalité aussi de ce qu'était le monde des Yakuza, puisqu'on sait que leur début, notamment, était lié au jeu, qui était interdit, voilà. Donc ça se joue dans des arrière-cours et tout ça. Et on joue notamment, il y a plusieurs fois dans le film, on les voit jouer à un jeu qui s'appelle le Ochokabu, qui est un jeu qu'on peut jouer avec des cartes à fleurs, qui s'appelle le Hanafuda, qui est un jeu qu'on peut trouver, et on joue comme une sorte de bataille avec des fleurs, des saisons. Et donc on voit Ryu jouer, être une maître dans ce jeu-là, qui se confronte à d'autres, où il y a des tricheries, bien sûr, elle ne se laisse pas faire. Donc voilà, il y a des jeux de dés aussi, où on joue son honneur au dés. On a quoi d'autre aussi ? La présence justement des Yakuza tout au long de ces 8 films, à la fois dans les métiers de la soie, dans le charbon, dans le théâtre, voilà, aussi avec le mouvement nationaliste, parce qu'on sait que les Yakuza ont soutenu beaucoup après, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, les mouvements nationalistes. Hein, et il y a un des, je crois que c'est le 7e ou le 6e film, ça se passe pendant la guerre sino-russe. Donc voilà, on voit des militaires corrompus qui touchent de l'argent, extrêmement violents, et elle va s'opposer aussi à ces membres-là. Donc voilà, c'est des films extrêmement généreux, ça dure toujours 1h30, à part un qui fait 2 heures. Très beau visuellement, avec des super cadres, des cadres dans le cadre, une profondeur de champ. Il y a des moments très touchants, je trouve, justement, ce côté mélancolique, d'une femme aussi qui est toujours solitaire, qui rencontre... Ah oui, il y a aussi un autre personnage qui revient souvent, c'est le vagabond, l'homme solitaire, qui est souvent alors joué par soit Ken Takakura, Buntu Sagarawa, ou il y a Koji Tsurata, qui sont des acteurs qu'on voit dans plusieurs films, qui jouent jamais les mêmes rôles, parce que parfois ils meurent, ils reviennent sous un autre trait. Il n'y a que elle, ou notamment l'acteur qui est Tomisaburo Wakayama, qui est un grand champion de karaté, qui fait Kumataro, qui est un yakuza complètement, comment je pourrais dire ça, qui est un peu le sidekick du film, qui est à la fois toujours tout rouge, avec une petite moustache, qui est amoureux de Ryo, mais qui ne se passera jamais rien. Donc ils font un pacte d'amitié, et à chaque fois qu'il y a un problème, il apparaît comme ça, de but en blanc dans un film. On ne sait pas d'où il vient, d'où il sort. Donc ça, c'est dans le scénario, c'est un peu improbable, mais c'est toujours sympathique et amusant. Mais bon, il envoie du bois aussi, hein, il ne se laisse pas faire, et il est très, très doué, notamment au combat. Donc, ça donne des situations extrêmement violentes. Et voilà, c'est assez étrange des fois de retrouver des mêmes acteurs. Ça peut être surprenant, hein. Alors, nous, on les voit à la filée, et on peut imaginer les spectateurs en 69 et en 72 de retrouver le même acteur qui joue des rôles différents alors qu'on l'a vu mourir dans un autre. Mais il faut accepter ce jeu-là. Et malgré tout, ce côté sériel, moi, je les ai regardés à la filée, et ben, on ne s'ennuie jamais. Je trouve que les films ont toujours tellement bien tenu visuellement. Les acteurs sont formidables. Esthétiquement, c'est très beau. Les couleurs sont magnifiques. Les films, plus on avance dans le temps, je les trouve plus violents aussi. Notamment, il y a des geysers de sang, comme on voit dans Baby Cart, qui n'apparaissaient pas dans les premiers. Ça restait plutôt soft, même si on voit une lacération de visage comme ça. Donc, scénario toujours à l'identique. Essentiellement écrit par Norifumi Suzuki, qui est réalisateur qui avait fait Le Couvent de la Bête Sacrée, qui réalise l'épisode 2. Il y a d'autres réalisateurs comme Kosaku Yamashita, qui fait le 1, le 5. Il y a Tai Kato, qui fait le 3, le 6 et le 7. Shigoshiro Ozawa qui fait le 4 et Bushi Saito qui fait le 8. Bushi Saito, on avait vu notamment le meilleur volet je crois, des Baby Cart, qui est le volet 4, c'est L'âme d'un père, le cœur d'un fils. Voilà, qui aussi. Et quand on voit la carrière de ces réalisateurs, qui ont travaillé beaucoup pour la Toei, c'est pléthorique. Je veux dire, c'est vrai qu'on parle de Naruse, tous les grands cinéastes qui sont mis en valeur, on va dire ça, mais tous ces cinéastes qui ont fait beaucoup dans le Peiku Eiga, le film de Shambara, sont moins connus, à part ceux-là qui sont déjà sortis. Il y aurait sans doute énormément de films encore à sortir. Il y a Mike Ino, c'est un réalisateur moi je n'ai jamais vu, donc on travaille beaucoup sur les films de Shambara, les films de Yakuza. Ben là c'est un mélange des deux d'ailleurs. Hein, alors ça s'appelle le Ninkyu Eiga, qui est un film, on va dire, de chevalerie Yakuza. C'est-à-dire que justement l'honneur est mis au centre du film, et justement ils combattent les Yakuza qui justement seraient des traîtres et qui ne respecteraient pas ces fameux codes de Yakuza, mais dont on sait bien que tous les Yakuza sont les mêmes, hein, c'est faire de l'argent, traite des femmes, drogue maintenant, armes, enfin voilà, ça n'a pas changé. Mais c'est vrai que pour bien comprendre ce qu'a été cette période du cinéma japonais, on est
à cheval sur 2 décennies, la fin des années 60, le début des années 70. Il faut savoir qu'il y a une grande crise au Japon qui fait qu'il y a beaucoup de studios et une fréquentation des salles de cinéma qui est en chute libre. Il faut savoir que dans les années 50, 40, 50, le cinéma japonais est à son apogée en termes de fréquentation. Mais comme ça s'est passé aux États-Unis et comme ça se passera aussi en Europe, l'arrivée de la télévision, notamment chez les foyers japonais, a fait que le public a fini par moins aller au cinéma. Ce qu'ont fait les studios à ce moment-là, c'est de créer des nouvelles séries, déjà pour attirer les jeunes japonais qui pouvaient aller voir ça. Et ils ont rendu les films, comme tu viens de l'expliquer très bien, plus violents au fil des années. C'est vrai qu'entre 68 et 72, il y a déjà un degré de violence qui va augmenter. C'est pareil pour les films qui vont diffuser des images érotiques. Ça va augmenter en puissance. Et c'est vraiment assez passionnant. Et puis après, quand même, c'est des séries qui vont marcher. L'idée, c'était de fidéliser un public et de faire des séries de films. Et là, on va être que dans des films et des personnages qui vont être... Il y a Zatoichi qui va ressortir, par exemple. Et c'est un nombre de films, c'est 12, 10, 15, 20. Il y a des séries qui vont même jusqu'à 25 films. Oui, voilà, il n'y en a que 8. Effectivement, voilà. Même le final du dernier laisse entrevoir peut-être d'autres qui ne sont jamais faits, en tout cas. Mais en l'état, c'est vrai que c'est un peu comme... comment on appelle ça, des anthologies ou des films où on voit des personnages importants comme Fantomas aussi, du sériel. Ouais, voilà, c'est ça. Et on a essayé, voilà. Et après, on peut se dire, malgré le sujet toujours similaire, comment esthétiquement on fait le film. Et c'est vrai que tous, quel que soit le réalisateur, se ressemblent, à part un ou deux, de Tai Saito surtout, je trouve qu'il y a des expérimentations formelles un peu différentes. Et même au niveau narratif, c'est un peu plus décousu, un peu expérimental. C'est le plus détonnant, je dirais. Mais moi, je ne sais pas à l'époque quel a été le succès, sans doute un gros succès. Est-ce qu'il y a une lassitude aussi, comme souvent avec les sériels, voilà. Il y avait, de toute façon, Kurosawa ne tournait plus. Il allait faire Dodescaden et après il allait partir en Russie faire Der Zuzala. Mizoguchi était mort, Ozu était mort, Miko Naruse est mort en 67. Donc déjà, les grands classiques disparaissent. La nouvelle vague japonaise qui explose à la fin des années 50-60, je pense à Nagisa Oshima, Imamura, tout ça, font des films cérébraux, comme dirait Yoshida Pierre, aussi, qui n'intéressent plus personne, si ce n'est quelques révolutionnaires ou quelques intellectuels. Donc en fait, les studios se retrouvent dans une impasse où il pourra faire revenir le monde dans les salles. On va produire ce genre de film. C'est ce que va faire Fukasaku avec Les Cimetières de la Morale aussi, qui est du pur yakuza brutal, urbain 70, moi je trouve ça formidable. Mais on est dans cette période-là, qui est à mon avis l'une des plus passionnantes du cinéma d'exploitation japonais. Puis ce qui est beau aussi, c'est ce que je dis, c'est que c'est une héroïne féminine qui à la fois... qui peut être violente. Elle est dans la vengeance pure, elle se laisse pas aller parce qu'elle est extrêmement douée avec le couteau, mais elle a ce côté aussi très magnanime, je trouve, qui protège les autres. Et puis, Yuko Kuji est très bien dans le rôle, elle est très touchante. Les musiques aussi, parce qu'il y a eu 4 musiciens différents, notamment le premier, c'est Takeo Watanabe. Il y a le thème qui revient continuellement, qui sont des très belles musiques, très douces, très, très mélancoliques. Je trouve que ça amène mélancolie dans les films et je trouve les films formidables. Et je ne me suis jamais ennuyé sur aucun des films. Donc voilà, et dans les bonus, c'est Stéphane Menisdo, je ne sais pas si je prononce bien, qui fait toutes les préfaces et qui fait un historique sur le Nikuenga. Et qui a écrit un livre récemment que je n'ai pas lu, qui s'appelle L'histoire du cinéma rebelle japonais, qui vient sur tous ces cinéastes un peu underground, d'exploitation et tout ça. Voilà. Donc, très beau coffret, les Blu-ray, très bonne qualité. À part un ou deux, je trouvais que la qualité était peut-être un peu en deçà. Alors, c'est peut-être lié au négatif, je ne sais pas comment c'était retravaillé en laboratoire. Mais en tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à revoir. J'avais vu que le premier, j'avais pas vu les autres. Donc de découvrir en fait les 7 autres. Et j'adore ce genre de cinéma comme les Baby Cart et Lady Snowboat que j'aime beaucoup. Et puis on sait qui c'est que ça a influencé encore. Oui, Lady Snowboat, ça a influencé Tarantino pour son Kill Bill. Exactement. Et d'ailleurs, il y a le morceau de Meiko Kaji dans son film. Donc voilà, super coffret et des super moments de cinéma.
Allez, vous êtes toujours sur le 106.8 de Radio Radio. C'est votre magazine pour 35 mm de plus. Alors, je continue mon exploration l'allochifrine, puisque je vous rappelle que Stéphane Le Rouge a édité un magnifique coffret dans sa collection Écoutez le cinéma. C'est sorti chez Universal. Coffret 17 CD qui part de la période jazz et qui va quasiment jusqu'aux derniers travaux du très grand compositeur argentin qui nous a quittés cette année. Donc là, il a eu la bonne idée de mettre une BO très rare qui s'appelle Les 7 aiguilles d'or, un film signé Robert Clouse. Faut savoir qu'en 73, l'allochifrine va faire la musique de Opération Dragon, donc le film avec Bruce Lee, qui va être un énorme succès. Et même la BO va devenir un de ses hits absolus. Et Robert Clouse va juste le rappeler l'année d'après pour signer ce film. C'était cette vague, moi, de films de karaté californiens, j'ai presque envie de dire, très influencé par ce qui se passait notamment à Hong Kong, où il y a eu Bruce Lee qui a débarqué en Californie et qui a fait ce film et ces quelques films à ce moment-là. Voilà, donc ça s'appelle Les 7 aiguilles d'or et ça se retrouve dans le coffret qui est sorti, qui est un coffret absolument essentiel et extrêmement complet avec plein de morceaux inédits et très rares. Allez, on continue avec les DVD, Pierre, et on va parler de monsieur Wim Wenders. Oui, Wim Wenders qu'on ne présente plus et Carlotta donc continue à ressortir ses films, les très connus et les un peu moins connus, et en particulier les 3 qui sortent maintenant, et qui sont des films qui ont eu chacun leur histoire, leurs difficultés. L'intérêt, c'est que pour chacun, ces 3 films, Wim Wenders les présente. C'est ou des entretiens très récents ou des entretiens un peu plus anciens, et explique dans quelles conditions les films ont été tournés, quelles ont été les difficultés, et qui toujours fait un bilan très positif de ces 3 films qui lui tiennent particulièrement à cœur. Alors le premier, c'est L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty, film de 1971. À ce moment-là, Wim Wenders a fait des courts-métrages, il est passé auparavant par l'école de cinéma de Munich, c'est quelqu'un dont on commence à parler, et L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty est vraiment son premier film très personnel. Et c'est un film où on sent toutes sortes de références à des metteurs en scène qui lui tiennent à cœur, qui sont ses maîtres d'une certaine manière. Et on retrouvera d'ailleurs ces mêmes références dans les films suivants, un peu dans tout le cinéma de Wim Wenders. Wim Wenders fait partie de ces cinéastes qui sont avant tout des cinéphiles et qui n'hésitent jamais à rendre hommage à ceux qui l'ont inspiré. On sait que Wim Wenders a tourné Les derniers moments de Nicolas Ray, on sait qu'il a aidé Antonioni à faire son dernier film, on sait également qu'il a tourné au Japon un film sur Ozu, autour d'Ozu, et on pourrait continuer. Donc on est vraiment dans le cinéma, c'est un réalisateur qui est le plus cinéphile ou l'un des plus cinéphiles qui soit actuellement. Alors je reviens à L'angoisse du gardien de but, film de 1971 qui est inspiré d'un roman de Peter Handke. Peter Handke, qui est un dramaturge, écrivain autrichien et qui a eu une grande importance dans les milieux de théâtre. Et l'histoire de L'angoisse du gardien de but, en quelques mots, il s'agit d'un garçon qui s'appelle Joseph Bloch, qui est gardien de but professionnel et qui, au cours d'un match, abandonne tout, laisse tout tomber parce qu'il en a marre, qu'il n'est pas d'accord avec les coéquipiers et ceux qui sont en face, qui erre un petit peu dans Vienne, va voir un film avec une ouvreuse, une caissière qui a l'air de s'en moquer un petit peu, puis il va à un hôtel, puis il retrouve la caissière du cinéma, passe la nuit avec elle et l'étrangle. Après, il quitte Vienne
un autobus et va retrouver à la frontière de l'Allemagne, dans le Burgenland, qui est la zone frontalière entre l'Autriche et l'Allemagne, une amie de longue date. Et là, il erre un petit peu dans la nature, rencontre des gens. On ne sait pas très bien si on le surveille ou on ne le surveille pas. Mais c'est passionnant et avec raison, Wim Wenders présente ce film comme un film qui est fait dans le langage d'Hitchcock, sauf qu'il ne s'y passe rien. Et c'est vrai qu'il y a un côté très Hitchcockien parce que un autobus qui passe, une personne qu'on rencontre, on se dit qu'est-ce qui va se passer ? Il peut y avoir, c'est un danger, peut-être qu'il va être découvert, peut-être que la police va comprendre qu'il est l'assassin de la caissière de cinéma, mais il ne se passe rien. Et il ne se passe rien pendant 103 minutes, alors qu'ils sont du très, très, très grand cinéma, mais où un spectateur moyen qui aime bien qu'il y ait un début, un milieu et une fin dans une histoire, aime bien que les mauvais soient condamnés et que les bons soient récompensés, il perd un petit peu son latin. Mais ça n'empêche que c'est une leçon de cinéma à tout moment. Et c'est un film passionnant. Alors, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que le film est sorti, a eu du succès en Allemagne, a été présenté à Venise avec succès, mais que s'est posé très vite le problème de l'accompagnement sonore. C'est-à-dire que pour ce film, qui est un film d'ambiance, d'atmosphère, le héros, Joseph Bloch, va dans des cafés où il entend un fond de musique. Il va ailleurs, il entend un fond de musique. Il y a constamment des jukebox dans l'angoisse du gardien de but. Mais voilà, Wim Wenders n'avait pas payé les droits et ce sont des musiciens de tout petit premier niveau, ceux que Wim Wenders aime beaucoup, qui sont des musiciens américains. Alors que vous connaissez certainement mieux que moi, il y a Van Morrison, bon ça je connais un petit peu, Roy Orbison, comment s'appelle-t-il encore, Clearwater, enfin etc. Ouais. Mais lorsque le film a dû être exploité hors d'Allemagne, il fallait payer des droits. Et il ne pouvait pas payer des droits, c'était hors de prix. Donc pendant plusieurs années, même 2 décennies au moins, le film n'a pas été présenté. Et il a fallu qu'il s'entende avec un musicien qui est Van Morrison, qui a finalement accepté gratuitement de lui laisser les droits sur le petit extrait de ce qu'il chante, et également prendre un autre musicien pour que le film puisse être restauré dans de très bonnes conditions. L'image est splendide, ça va sans dire, et sortir maintenant. Sur l'image, un mot encore, c'est le caméraman, c'est Robbie Muller. Robbie Muller qu'on retrouve dans plusieurs films de Wim Wenders, mais également dans des films de Lars von Trier ou de Jim Jarmusch, etc. Ça, c'est le premier. Second film, c'est L'État des choses. L'État des choses est un film qui a été primé à Venise, qui a eu le Lion d'Or et qui est sorti en 1982. C'est un film qui se passe en 3 volets. Premier volet, on ne sait pas où on va, mais c'est une situation post-apocalyptique où des personnes errent. On se dit que c'est un film de science-fiction. Le titre, on l'apprendra, c'est Les Survivants. C'est assez court, ça dure une dizaine de minutes, même peut-être pas. Mais voilà, on apprend que le réalisateur de ce film n'a plus l'argent pour le continuer. Nous sommes au Portugal, au bord de l'océan Atlantique, et toute l'équipe du film est réfugiée dans un grand hôtel, en bord de mer. Et là, dans la deuxième partie du film, on assiste à cette sorte de vacuité où il ne se passe rien, où il y a différentes intrigues, différents personnages, chacun a un petit peu son passe-temps favori. Et il y a en particulier le metteur en scène qui attend toujours que l'argent arrive. Il y a également le chef opérateur qui est interprété par Samuel Fuller,
Samuel Fuller, rappelons-le, grand metteur en scène du cinéma américain, mais qui a également eu un rôle d'acteur dans plusieurs films. Godard, bien sûr, mais Spielberg, et on le retrouvera même chez Wim Wenders. Là, donc, on assiste à ce jeu de rapport de personnes. C'est toujours passionnant, c'est toujours intéressant, c'est extrêmement bien photographié, d'autant plus que c'est fait par Henri Alecan. C'est-à-dire Henri Alecan, l'un des grands chefs opérateurs du cinéma. Et une troisième partie, c'est le réalisateur va à Hollywood pour essayer de trouver le producteur pourri qui ne lui a pas envoyé l'argent, où il n'a plus de pellicule. Et le producteur pourri est là, lui dit « Ah ben oui, le cinéma en noir et blanc, ça ne marche plus. Et de toute façon, l'argent, bon, on ne l'a pas, etc. etc. » Finalement, ils se retrouvent tous les deux en voiture la nuit avec un chauffeur qui les amène. Long mouvement de caméra qui les suit. Et ils sont tués l'un et l'autre par une sorte de mafia. Bon, voilà l'histoire. Alors, l'intérêt de l'histoire, c'est qu'on voit très bien que Wim Wenders est nourri de films américains de série B. Et il y a constamment la référence à ce cinéma américain. On sent qu'il est nourri également du meilleur cinéma européen, Antonioni par exemple. C'est-à-dire que les scènes qui se passent au Portugal, dans ce grand hôtel, où il n'y a pas grand-chose, mais il y a une vision très juste de chacun des personnages, ça vient en droite ligne d'Antonioni. Et il y a également les petits clins d'œil par moments, les références, tout un travail tout à fait remarquable. Et je reviens sur le très très beau travail de Henri Alecan et sur la distribution aussi, qui est une distribution de très grande qualité parce que Wim Wenders est un très grand directeur d'acteurs. Troisième film, c'est 97. C'est intéressant parce qu'on a 3 moments dans la carrière de Wim Wenders. Ça s'appelle The End of Violence. Ça se passe entièrement à Hollywood. On sait la fascination que Wenders a eu toujours pour Hollywood et les grands cinéastes américains, j'y reviens. Et là, c'est un film qui sort donc en 97 et qui est sur bien des points prémonitoire. C'est-à-dire comment nous sommes constamment contrôlés avec des sortes de techniques qui font que la liberté individuelle n'existe plus véritablement et qu'on est sous le contrôle de gens qui sont bien intentionnés ou mal intentionnés. Alors, dans ce film, The End of Violence, tout commence, c'est un réalisateur, producteur, qui s'appelle Mike Max, qui est interprété par Bill Pullman et qui a fait fortune en tournant des films de violence ou des films semi-pornographiques, ou enfin disons ce qui attire un grand public. Mais ce réalisateur est victime de ce qu'on appelle un carjacking, c'est-à-dire que alors qu'il est en voiture, il est attaqué et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après, c'est-à-dire que les 2 agresseurs, l'histoire s'arrête là, mais lui en a assez de son ancien métier de grand producteur richissime et devient jardinier. En revanche, son épouse, qu'il délaissait un petit peu, prend petit à petit du poil de la bête, si je puis dire, et monte en hiérarchie et prend la succession de son mari en main. Ça, c'est l'histoire de départ. Il y a également un personnage qui vit dans un observatoire. C'est l'observatoire qui domine Hollywood, Los Angeles, et on se rappelle que Nicolas Ray y avait tourné La Fureur de vivre, de scènes importantes. Et là, il y a une surveillance. Alors, on sait que celui qui est dans l'observatoire, qui surveille, est un ancien de la CIA. Donc, affaire très compliquée, c'est-à-dire d'un producteur un peu pourri qui reprend une liberté en devenant jardinier,
celui qui est dans l'observatoire, qui le surveille et qui lui-même dépend d'une sorte de personnage chauve tout à fait inquiétant, et également l'histoire de sa femme, superbement d'ailleurs interprétée par Andy McDowell, qui, elle, veut essayer de mener les affaires en main alors que son mari n'est plus là. Tout se termine par, comme toujours chez Wim Wenders, on a un grand mouvement d'appareil alors que l'affaire c'est compliqué, sur l'océan Pacifique. Et on en reste là, sans que véritablement on sache ce que le producteur va devenir, sans qu'on sache s'il retrouvera ou non sa femme. Il y a eu quelques morts au passage, mais voilà. Ça fait un très grand film, superbement là aussi dirigé, avec une superbe photo, avec également une musique ultra choisie, parce que Wim Wenders est un connaisseur. Il dure 123 minutes. Il faut se plonger dedans comme quand on se plonge dans l'océan quand on nage, en se disant on ne sait pas où on va, mais qu'est-ce que c'est agréable. C'est très beau cette fin, Pierre. Merci infiniment donc, de nous avoir parlé de ces Wim Wenders qui ressortent en Blu-ray chez Carlotta. Alors, moi, je vais vous parler d'un film où on a envie de se jeter dans l'océan, mais pas pour savoir où on va, mais plutôt pour se noyer. Parce que c'est un film qui est vraiment pas très très bon. Alors comme dit souvent Pierre Cadars, il faut voir des mauvais films pour apprécier les bons, je suis d'accord avec ça. Mais disons, ce qui est intéressant dans le film dont je vais vous parler, c'est de voir un peu comment un genre important en Italie s'est complètement sabordé dans la comédie. Et c'est pas la première fois que ça arrive. On sait par exemple que le western italien, qui a été un genre extrêmement important en Italie, a commencé à partir du milieu des années 70, et notamment avec des films comme Mon nom est personne, mais surtout les Trinitas, à se saborder et à finir par tomber dans ce qu'il y avait de plus grotesque, guignolesque et autres. Et c'est le cas aussi du polar italien. Alors, un petit mot, je vous en ai souvent parlé, mais il faut recadrer tout ça dans l'Italie de l'époque. Le polar italien va exploser à partir de 74, c'est-à-dire il arrive dans la chronologie des genres importants juste après le Giallo qui va commencer à s'arrêter, alors qu'il y en a eu quand même beaucoup qui ont été produits en l'espace de 2-3 ans. Et le polar italien va être directement lié à la situation politique de l'Italie de l'époque, ce qu'on a appelé, vous avez certainement entendu, les années de plomb. Et on va dire que les années de plomb, 2 dates importantes. Il y a l'attentat à Milan en 1969 et on va aller à peu près jusqu'à l'attentat de la gare de Bologne en 1980. Mais surtout, le fait le plus grave, c'est l'assassinat du président Moro en 1978 par les Brigades Rouges. Ça, c'est les dates importantes à savoir. Et le cinéma italien va très vite capter cet état de tension et de violence qui règne dans les grandes villes italiennes pour en faire son beurre et pour en faire un certain nombre de films importants. Et tout va exploser à partir de 73-74. Il y a notamment Un témoin à abattre, un film de Castellari qui va être important. Et par la suite, ça va être un nombre incalculable de polars italiens qui vont débarquer dans les salles. Alors souvent des films qui sont tournés en prise directe dans les rues des grandes villes. Ça va être Naples, Rome, Milan ou Turin, pour citer donc les villes importantes, avec des scènes de braquage, des scènes de poursuite de voitures et surtout le retour à un héros musclé, un flic qui est directement influencé par ce qu'a fait Eastwood il y a quelques années dans l'Inspecteur Harry, c'est-à-dire un mec qui a un gros flingue, qui a une violence expéditive et qui sait se faire entendre et faire régner l'ordre. C'est un petit peu les thèmes qui vont sortir de ça. Et d'autres thèmes vont aussi se multiplier dans ces films. C'est bien sûr les braquages de banque et le kidnapping, le rapt, qui est devenu donc un sport national en Italie. Et c'est ce qui va nous amener à ce magnum cop qui s'appelle en italien Poliziotto senza paura. Policiers sans peur.
Voilà, qui est signé Stilvio Massi. Stilvio Massi, c'est un cinéaste important du genre. C'est un ancien directeur de la photo, mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le polar italien. Sauf qu'en 1978, année de l'assassinat du président Moro, le polar italien a déjà 4 ans derrière lui et s'essouffle petit à petit. Et donc, la bonne idée qu'ont les Italiens toujours, surtout qu'on est en pleine période de sexy comédie. Les sexy comédies qui font la gloire d'actrices comme Edwige Fenech, par exemple, va cartonner dans les salles de quartier italiennes. Et le polar italien va être gangréné par cet humour un petit peu grotesque, vulgaire, tarte à la crème, qui va envahir les productions de ce moment-là. Et on est pile poil dans cette période-là, puisqu'en fait, on va suivre une espèce de détective privé, qui se croit détective privé, un type qui est joué par Maurizio Merli. Et donc, on va lui demander de mener une enquête sur une jeune femme, une jeune fille, en fait, qui vient d'une famille très riche, qui a été kidnappée donc par un gang qui est mené par l'actrice anglaise Joan Collins. Donc Joan Collins qui venait cachetonner un petit peu à Rome pour gagner un petit peu d'argent, elle qui avait joué dans La Terre des Pharaons et dont la cote de popularité était un petit peu en baisse, et surtout qu'elle avait des avantages féminins à mettre en avant, ce que les Italiens ont tout de suite vu. Donc elle va un petit peu se déshabiller dans ce film. Il va avoir 2 scènes de striptease. Il fallait ce qu'il fallait pour attirer, pour faire revenir les gens dans les salles de cinéma, sachant en plus qu'on est dans les dernières heures du cinéma italien populaire, puisque l'arrivée de la télévision poubelle de Berlusconi va faire beaucoup de mal au cinéma italien jusqu'à disparaître. Il y aura encore les films d'horreur de Fulci et quelques films apocalyptiques, mais on sait qu'à partir de 84, c'est la fin. Voilà, donc c'est un polar comique hyper mal foutu, hyper mal tourné, inintéressant au niveau de son scénario, joué de manière absolument grotesque par tous les comédiens. Et moi, ça me fait du mal de voir un acteur que j'aimais beaucoup, qui joue vraiment, mais il est Maurizio Merli, il est mauvais dans ce film. Il est vraiment mauvais. Voilà. Bon, Artus fait son travail, continue à sortir. Ça fait longtemps qu'ils sortent des polars italiens. Ils veulent continuer, c'est tout à leur honneur. Là, c'est pas le haut du panier, c'est plutôt vraiment ce qui se fait de plus mauvais dans le genre. Donc, bon courage à vous si vous le regardez. La version italienne est traficotée, puisque même les versions italiennes étaient rejouées par des comédiens. Donc, je sais même pas s'il faut le voir en VF, en VO ou en allemand, mais en tout cas, c'est très très mal doublé et joué. Et dans les bonus, on retrouve toujours le même, c'est-à-dire notre ami Kurt Riedel, grand commun de l'équipe d'Artus, dessinateur au demeurant, qui a une connaissance encyclopédique du cinéma de genre italien et qui nous explique un petit peu la carrière de Merli, acteur qui avait fini dans Le Nom de la Rose, notamment de Jean-Jacques Hano, et qui est mort d'une crise cardiaque. Et ça a été une grosse perte pour le cinéma italien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce film qui sort donc en DVD Blu-ray combo chez nos amis d'Artus Film. Voilà. Écoute, Pierre, Fred, je vais vous remercier bien sûr Manu aussi qui a fait la technique de l'émission. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur le 106.8 de Radio Radio. Vous avez toutes les infos sur le site internet de la radio. Bonne semaine à vous.